Très bien. Bien, écoutez, rebonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Claude Ego, président du SMTD et président du conseil d'administration de SPL, la Stade et Léol. Alors je suis bien encadré, par Jessica Tanka qui est vice-présidente aussi au SMTD et membre de la CCCO, et puis Robert Salecki qui est également vice-président au SMTD et représentant aussi Douaisis Aglo. Puis nous avons nos experts techniques, j'oserais dire, M. Defort, directeur général de la Stade et Léol, Oriane Van-Massonov, qui est DGS du SMTD, et M. Mathieu Carpentier, qui est chef du pôle mobilité. Et en même temps, nous avons notre communicante Marion. Voilà. Donc, merci à vous d'être venus. Ce que je vous propose, je vais vous donner un certain nombre d'éléments, et puis bien sûr après, vous aurez toute l'attitude pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, si on est réunis aujourd'hui, c'est pour un événement. Le SMTD et les deux partenaires, Douaisis Aglo et la CCCO, ont décidé de mettre en place la gratuité totale sur le territoire du SMTD, donc on pourrait appeler le Grand Douaisis. À ce titre-là, on pourra vous donner, je crois que vous l'avez sur vos tables, le plan du réseau, pour vous donner un peu l'ampleur de notre réseau. On est aux environs sur notre territoire à peu près 220-225 000 habitants. Et on va devenir, alors sans doute pendant un certain temps, le réseau gratuit le plus important de France, si on prend en compte le nombre d'habitants. Donc à la fois la gratuité c'est important, mais le fait de dire qu'on est quand même dans les semaines qui viennent, puisque c'est mise en œuvre au 1er janvier, le plus grand réseau qui va desservir le plus grand nombre d'habitants, c'est quand même un événement majeur pour le Grand Douaisis, mais également pour notre région. Alors, juste quelques mots si vous ne connaissez pas trop nos collectivités. Le SMTD donc, est une autorité organisatrice de la mobilité, par délégation des deux intercommunalités Douaisis Aglo et Cœur d'Ostrevent. Nous avons un territoire, vous voyez sur votre plan, sur les cartes également, qui reprend bien sûr les deux territoires des deux communautés, intercommunalités. En termes de volumétrie, alors on vous donnera un petit document si vous le souhaitez, qui donne un peu l'ampleur de cette entreprise. Nous avons aujourd'hui à peu près une flotte de 150 véhicules, dont une quarantaine qui sont chez les sous-traitants, et nous on leur en rajoute une quinzaine. Donc au total c'est une flotte de 150 véhicules. On a aujourd'hui en nombre d'articulés, avec les nouveaux articulés qui arrivent ces jours-ci, 43 bus articulés, donc les double bus si on peut dire. Le reste étant en bus normal. Et on a également une navette Bambin qui représente 3 véhicules et qui transite dans toute la ville de Douai. Nous avons, avec la nouvelle ligne qui va arriver au 1er janvier également, 17 lignes régulières, ce qui représente à peu près pour l'année 2022 4,5 millions de kilomètres, dont à peu près, plus également 500 000 kilomètres pour les scolaires. Voilà. Ça fait environ donc une prévision de 5 millions de kilomètres pour l'année 2022. Et à côté de ça, on a aussi du transport à la Nord, donc c'est évidemment un peu plus marginal. Et en termes d'effectifs, pour l'année 2022, pour la Stade, qui est l'entreprise qui a le plus grand nombre de personnes, on est aux environs de 228 salariés. Et côté SMTD, là, on est une petite quinzaine. Voilà. Pour vous donner un peu l'image de nos deux collectivités et entreprises. On pourra vous donner ce document. Alors, plusieurs questions se posent sur ce sujet de la gratuité. Alors moi, je vais vous aborder pourquoi la gratuité totale. Ensuite, j'aborderai les enjeux de ce dispositif. Je vous dirai également pourquoi on s'engage maintenant dans la gratuité. Qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant
on lance cette opération. On parlera des impacts, bien sûr, pour le SMTD, la Stade et l'Éole. On parlera du financement, c'est le nerf de la guerre. Et puis également des freins à lever. Voilà, je pense que c'est des questions qui se posent à la fois chez les citoyens et au sein du personnel. C'est important de les soulever. Alors, pourquoi la gratuité totale? D'abord, des constats. Ce territoire du Grand Douaisis est un territoire ouvrier, historiquement ouvrier, et avec une moyenne de revenus plutôt faible. On est un territoire qui garde encore malheureusement cette image de territoire un peu pollué au sein du bassin minier. Autre constat, on a des élus qui veulent faciliter la mobilité de leurs citoyens pour leur permettre au quotidien d'aller bien sûr travailler, d'aller dans des établissements de soins, des établissements de culture, des établissements de loisirs. Et on a des élus aussi qui ont une grande volonté de développer l'activité économique sur l'ensemble du territoire, économique et touristique. Alors ça traduit derrière tout ça les enjeux qui sont bien évidemment le pouvoir d'achat de nos citoyens, l'amélioration de la qualité de l'air à travers la réduction de l'utilisation des voitures, notamment pour les petits parcours, une aide à la mobilité pour ceux qui ont quelques difficultés à se mouvoir, notamment les personnes âgées et aussi les jeunes qui n'ont pas le permis. Voilà, c'était une autre catégorie de personnes qui seront, je pense, attirées par la gratuité. Et autre enjeu, c'est bien sûr aussi l'attractivité du territoire. Alors, pourquoi maintenant? C'est une question qu'on nous a souvent posée. Alors, il faut savoir que ce n'est pas d'aujourd'hui que beaucoup d'élus ont cette volonté politique de s'engager dans la gratuité. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on s'y engage? Alors, il y a plusieurs déclics. Je ne vais pas les mettre par ordre de priorité, mais je vais vous les citer. Il y a une opportunité qui est pour nous flagrante, c'est qu'on devait s'engager, c'était d'ailleurs prévu dans nos plans pluriannuels, on devait remplacer toute la billettique, qui est devenue tout à fait obsolète. Et rien que le remplacement de ce système billettique, l'ordre de grandeur, c'est 3 millions d'euros. Et après, vous y ajoutez annuellement toute la maintenance, donc qui est de 200 à 300 000 euros. Le fait de passer évidemment en gratuité, vous évitez ce coût qu'on devait engager quasiment cette année 2021-2022. On a eu depuis pas mal d'années aussi un questionnement sur la partie fiscale. On entendait qu'effectivement, si on faisait la gratuité totale, on ne pourrait plus nous permettre d'être exonérés de TVA sur l'ensemble de nos investissements. Alors ça, effectivement, ça aurait pu être une sanction très lourde. On a donc travaillé le sujet avec des cabinets d'études et avec la DGFiP également. Et donc, on a trouvé un dispositif fiscal qui nous permet de maintenir l'exonération de la TVA. Donc, je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc ça, c'était une crainte fiscale qu'on avait, que nous avons levée, et nous avons eu l'aval de la DGFiP il y a quelques semaines encore, là, validant définitivement ce processus. Autre point également, pour s'engager dans la gratuité, il fallait préalablement qu'on renforce notre réseau, qu'on le développe, parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse proposer à nos citoyens une gratuité si ils n'ont pas le loisir, la possibilité de prendre un bus. Donc on a fait ces démarches de bien renforcer le réseau. On a depuis 2019 donc, étendu notre réseau sur le cœur d'Ostrevent. On a étendu sur l'Arlesie, toute la partie rurale de notre territoire qui était quand même très peu desservie. On a fait l'effort de très correctement la desservir. On a développé également la ligne 2. On va recréer une ligne ici début janvier. Donc on est maintenant sur un réseau qui est quand même bien structuré et qui offre quand même beaucoup de services à nos citoyens. On pourra bien sûr encore l'être dans les années qui viennent, il faut toujours savoir s'adapter, mais aujourd'hui on est sur un réseau, comme on dit, costaud. Donc on peut maintenant s'engager sur cette gratuité. Et puis, dernier événement aussi, depuis quelques années, on avait des sollicitations de citoyens, d'élus, qui nous disaient « mais pourquoi vous ne faites pas des tarifs réduits pour des trajets courts ?»
Voilà. C'est vrai qu'on a envie d'aller au marché, au commerce, qui est à 500 mètres de chez nous, 1 km de chez nous. Payer 1,50 €, bon, c'est dissuasif. Donc on aurait été amené là aussi à adapter peut-être nos tarifs. On nous disait aussi, mais pourquoi vous ne faites pas de tarifs pour les heures creuses? Les bus, il n'y a pas grand monde vers 10 h, 11 h du matin, mais faites-nous un tarif aussi pour qu'on monte dans ces bus-là. Donc, dans tous les cas, on aurait été amené aussi à modifier nos tarifs. Là, le fait de faire la gratuité, on lève bien sûr tous ces affects, toutes ces demandes. Voilà, c'était pour justifier pourquoi c'était une belle opportunité de s'engager dès maintenant dans cette démarche. Alors tout ça n'est pas sans impact, bien évidemment, pour le SNTD et la Stade et Léal. Premier impact évident, c'est la perte de recettes. C'est l'ordre de grandeur. En régime normal, je ne peux pas évoquer cette période sanitaire qui nous prive évidemment de beaucoup de recettes, mais l'ordre de grandeur, c'est 3 millions d'euros de recettes. Un impact social qu'il ne faut évidemment pas négliger, puisque on pourra en reparler aussi, sur les 3 agences, il y a 2 agences qui vont être supprimées, plus d'autres impacts sociaux qui font qu'il y avait environ une quinzaine d'emplois qui étaient sur la sellette, comme on dit, en jeu. L'autre impact, c'est qu'évidemment, si on sent dans la gratuité, c'est pour avoir une fréquentation beaucoup plus élevée, et donc évidemment, il faut acquérir un certain nombre de bus. 12 bus articulés ont été achetés, ils doivent arriver dans les prochaines heures quasiment, ici à la Stade. Autre impact aussi lié à la légalité, quand on achète maintenant des bus, il faut à minima qu'il y ait un bus sur 2 qui soit considéré propre. Nous avons politiquement eu la volonté d'aller jusqu'au bout de la démarche, et donc c'est l'ensemble des nouveaux bus que l'on a achetés et qui seront considérés propres. Et ce sont les bus au gaz, c'est l'énergie que nous avons retenue. Donc c'est également un certain coût. On va y ajouter également dans tous les bus des cellules compteuses. Nous n'avions pas dans tous les bus aujourd'hui des compteurs, ce qui ne donnait pas toujours une bonne vision des fréquentations de nos bus. Donc ça, c'est un élément important pour améliorer la gestion de notre exploitation, et puis une obligation également côté fiscal, puisque là aussi, on sera imposé sur le nombre de personnes qui seront dans le bus. L'autre impact, j'ai dit, c'est la fermeture de 2 agences. Nous avons 3 agences aujourd'hui. Celles qui seront supprimées, c'est celle de Somain et celle de la gare, et nous garderons celle qui est actuellement place de Gaulle à 2. Et puis, ici, à court terme, évidemment, on engage une grande communication. Ça démarre quasiment aujourd'hui. Et puis, dans les jours qui viennent, vous allez le voir, vous avez un exemple dans la cour de flocage sur nos bus pour annoncer cette gratuité. Le financement. Alors, le financement, 2 voies pour le financement. Un financement qui nous permet d'avoir des recettes complémentaires venant des deux intercommunalités de Isiago et CCCO, à hauteur sur l'ensemble d'environ 3,3 millions. On est à la proportionnelle des habitants, c'est une règle qui a été instaurée depuis quelques années entre les 2 intercommunalités, donc 2,2 millions pour Isiago, 1,1 million pour le cœur d'Ostrevent. Et en parallèle des économies liées au fait qu'on passe à la gratuité. Alors je donne des exemples. Tout le système billettique, on l'a vu, qui nous permet quand même une économie majeure, la suppression de 2 agences, et puis d'autres, je veux dire, petites économies comme la gestion de la fraude, par exemple. Ça ne veut rien, tout ça, c'est des petites choses qu'il faut intégrer. Et puis on est en phase de renégociation également avec l'ensemble des salariés pour adapter les statuts des nouveaux employés dans l'entreprise. Voilà. Et donc on est sur un financement qui est pérenne et qui va nous permettre donc non seulement de favoriser cette gratuité, mais également de poursuivre nos investissements dans les années qui viennent, parce que c'était aussi une inquiétude. On nous disait, mais si vous faites la gratuité, ce sera au détriment du développement de réseau. Donc ce ne sera évidemment pas le cas, puisque maintenant on sait que nos ressources seront garanties. Alors quelques freins à lever, vous en entendez sans doute parler souvent. On nous dit, mais demain tout est gratuit, donc quelle population aurons-nous dans les bus? N'y aura-t-il pas plus d'insécurité lorsque les gens prendront le bus? 2 remarques là-dessus. Aujourd'hui, la majorité des conflits qu'on peut avoir dans les bus, ils sont liés au fait que les gens fraudent. Et donc il y a des conflits entre notre personnel qui contrôle et puis
ces personnes qui fraudent. Donc demain, évidemment, on lève cette difficulté. Et puis, après, il y a le fait qu'on renforce la présence dans nos bus, ce qui permettra quand même d'être plus vigilant et de veiller à ce que les personnes soient correctes dans nos bus. Et on a tout un règlement voyageur qui va d'ailleurs être voté prochainement, qui va permettre un peu de renforcer cette sécurité dans nos bus. Et puis, dernier élément, on s'est quand même un peu renseigné de ce qui se passe dans d'autres réseaux, notamment avec l'Observatoire de la gratuité et les différents réseaux. Alors, je vais peut-être mettre à part Dunkerque, parce que là, ils ont un phénomène un peu à part et peut-être calé, parce que vous savez qu'il y a malheureusement beaucoup de migrants dans cette région, donc ils sont un peu peut-être soumis à cette problématique. On est quand même beaucoup moins. Et donc, les éléments qu'on peut avoir de retour d'expérience d'autres collectivités qui se sont engagées dans cette démarche montrent qu'il n'y a pas plus d'insécurité après la gratuité qu'en régime normal. Alors, l'autre frein, alors celui-là ne sera pas facile, c'est le changement des habitudes. Ça, c'est toujours très très compliqué. On peut mettre en place une gratuité dans des délais courts. Pour autant, le changement de comportement des citoyens, celui-là, il est beaucoup plus long. Voilà. Alors nous, on compte sur justement cette mise en place de la gratuité totale pour faire j'ai toujours un choc psychologique. Voilà. Faut toujours leur mettre, maintenant c'est gratuit, je vais faire l'effort de prendre le bus. Et j'oserais dire que l'opportunité est malheureusement bonne aujourd'hui avec les prix de carburant qui sont en train d'exploser, on peut le dire. Et quand on voit les revenus de nos citoyens, je pense que ça va aussi dans le bon sens de leur proposer une mobilité gratuite. Alors, on va accompagner également cette gratuité avec d'autres dispositifs, parce qu'encore une fois, c'est bien que les bus soient gratuits, mais il faut qu'on puisse accéder à nos réseaux de bus aussi facilement. Donc, d'autres démarches sont en cours sur l'intermodalité, train-bus, vélo-bus et voiture-bus. Voilà. Il faut que toutes ces liaisons puissent être favorisées de telle sorte qu'on incite véritablement nos citoyens à prendre le bus. Alors, voiture-bus, c'est de créer ce qu'on appelle des parkings relais, voilà, ce qu'on n'a pas dans le Douaisis. Donc, il faut absolument, contrairement à d'autres communes, d'autres collectivités qui l'ont, quand vous partez en vacances, vous en voyez souvent, il faut que nous, on développe ces parkings relais de telle sorte que les gens qui viennent de l'extérieur puissent se garer et avoir le bus en face pour après filer directement, notamment dans le centre-ville de Douai ou de Somain, les villes où parfois on a des difficultés à stationner. On va développer encore les liaisons vélo-bus. Ça, ce sont les abribus qu'on a commencé à installer et qui vont encore continuer. Là, il y a eu Magny récemment, il y en a d'autres qui vont arriver sur Aniche et puis Auby. Voilà, et puis les liaisons également train-bus. On a fortement développé depuis quelques temps les arrêts de bus à proximité de la gare. La ligne 2 elle y va, la ligne 4 elle va être toute proche. Ça va favoriser quand même les liens entre le bus et puis les trains. Et puis encore une fois, je l'ai dit, on va créer cette nouvelle ligne 4 entre l'hôpital de Douai, le centre hospitalier de Dechy, le Raquet, la gare, Gaillan Expo et Pôle emploi. On va enfin desservir Pôle emploi, ce qui était quand même une aberration sur notre territoire, pour encore une fois favoriser cette mobilité. Et le dernier événement qui se produira dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, c'est vraiment de finaliser cette deuxième liaison à bus à haut niveau de service. On va transformer la ligne 2 en ligne B pour fiabiliser cette fréquence et permettre encore une qualité de desserte à nos citoyens. Voilà, c'était pour vous brosser un peu tout l'environnement qui est autour de la gratuité. La gratuité, c'est pas qu'appuyer sur un bouton et puis dire demain matin c'est gratuit. Il y a quand même plein de sujets qui vont autour. Et pour nous, c'est un super projet qui dynamise aussi nos équipes. Voilà, c'est un super projet d'entreprise également pour nous. Et voilà, on a un personnel également dont on tient compte évidemment en termes de revendications, mais qui je pense sont globalement motivés et fiers de pouvoir avoir une collectivité et une SPL qui s'orientent dans cette voie. Voilà ce que moi j'avais à vous présenter sur ce projet de gratuité qui est encore une fois un événement majeur. Moi je dis c'est quasiment déjà la 4e révolution qu'on peut faire au SMTD depuis 3 ans. Il y a eu l'extension côté Cœur d'Ostrevent qui était déjà une belle évolution. Il y a eu tout l'Arlesie
qu'on a développée. C'était la deuxième. Il y a eu la gratuité des collégiens, des lycéens qu'on a engagés. C'est quand même à peu près 10 à 11 000 collégiens et lycéens qui peuvent profiter depuis maintenant quelques années de la gratuité, tout au moins en semaine, hors vacances scolaires. Donc ça, c'était quand même majeur. Et là, on en arrive maintenant à aller, on franchit un dernier pas, je voudrais dire, qui est cette fois-ci la gratuité. Voilà, j'espère pas être trop long et vous avoir donné un bon éclairage de ce grand projet. Je ne sais pas si mes collègues Robert ou Jessica, vous souhaitez rajouter quelque chose à cette présentation ou alors sinon on attend vos questions. Non, mais je pense que tu as tout dit, mais je vais rajouter que quand même c'est un moment historique pour le syndicat et pour la jeune stade, la SPM, puisque c'est vraiment une démarche très importante, que ce soit pour la population, mais pour l'environnement et pour l'attractivité de notre territoire. Et là, c'est vraiment un acte historique et je pense que tous les élus sont motivés, comme le personnel, pour réussir ce changement majeur. Jessica ? Je confirme ce que vous dites tous les deux. Donc effectivement, c'était vraiment une volonté politique. On n'appuie pas simplement sur un bouton, mais on tient compte aussi de nos administrés, des habitants. Et leur volonté, c'était de pouvoir avoir plus de facilité de se déplacer, aussi bien les plus jeunes que les seniors, avoir la possibilité d'aller simplement dans leur centre-ville en utilisant notre réseau. Et aujourd'hui, on va le faire. Donc c'est vraiment un beau projet. Et personnellement, je suis fière de pouvoir accompagner le SMTD et la STAD dans cette révolution. Voilà, allez-y. On attend vos questions. C'est la première, la plus dure, hein, comme d'habitude. Alors, excusez-moi, moi, comment dire, il y a des choses qui vont échapper. En 2022... Attends, je vous propose, alors, attendez, on a, parce que comme ça permettra, parce que moi on est également télévisé, peut-être que si on donne ça, c'est vrai qu'avec les masques, ça complique l'audition, ça va vous permettre de parler un peu plus fort et que chacun puisse vous entendre. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, comment dire, je pense ne pas avoir été assez rapide dans la prise de notes, mais en 2022, ça a été 4,5 millions de kilomètres ou c'était en 2021? Non, en 2022, il y a une augmentation qui va être liée à la ligne 4 qu'on met en service ici au 1er janvier. Donc on a intégré ce kilométrage-là qui fait à peu près 100 000 km, 105 000 de mémoire, sur les 4,5 millions. Donc on va rajouter 100 000 km. C'est un investissement d'environ, c'est un fonctionnement environ en année pleine de 500 000 euros. C'est pas neutre. Ce qui fait qu'on va passer effectivement à 4,5 millions de kilomètres et si on y rajoute la partie scolaire, ça fait au global 5 millions de kilomètres en 2022. L'écart, c'est 100 000 kilomètres par rapport à 2021. D'accord, plus partie scolaire, donc 5 millions. Oui, voilà. 5, 10, exposant 6 km. Pardon. Oui, alors vous avez dit, bon, on devait remplacer toute la billettique, donc 3 millions d'euros. Alors moi, si je me souviens bien, il y a eu une partie quand même du marché qui avait été honorée. Et donc l'économie, pour moi, bon, peut-être me trompe, c'est 2 millions d'euros. Mais de toute façon, bon, je peux laisser la parole peut-être après M. Defort, la billettique, tous les matériels n'étaient sans doute pas vétustes, mais une bonne partie l'était. Et donc, si ce n'est pas 3 millions d'euros tout de suite, c'était 3 millions d'euros dans les quelques années qui viennent. Parce que l'ordre de grandeur du remplacement de billettique, c'était chiffré. Hein. Alors, on avait une fourchette parce que la billettique, c'est comme tout. C'est entre 2 et 4 millions d'euros, selon ce que vous voulez faire de la billettique. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de qualité de billettique, de services qu'on peut offrir à la population. Et on était sur une fourchette entre 2 et 4 millions d'euros. Donc, on avait fait des études, des pré-études, pour s'y engager. Donc quand je vous donne 3 millions, c'était une fourchette intermédiaire entre 2 et 4 selon qu'on veuille une billettique très haut de gamme ou une billettique bas de gamme. Ouais. D'accord, mais me semble-t-il qu'une partie de l'appel d'offres avait été déjà honorée. Ah non, mais là, il n'y a pas d'appel d'offres, on n'a fait que des études et on devait s'engager maintenant sur un appel d'offres pour acheter toute la nouvelle billettique. On n'a pas fait d'achat de billettique depuis
je ne sais combien d'années. 2008. Depuis 2008. Depuis 2008, on n'a pas investi dans la billettique. D'accord, donc quand je dis qu'une nouvelle billettique avait commencé à être installée et que la gratuité a tout coupé, je suis dans l'erreur. Ah oui, la billettique c'est de 2008 et je vous dis, donc ça fait 13 ans, à la fois obsolète et puis les besoins des citoyens de plus en plus importants. Donc il fallait la remettre à jour. Mais rien n'avait commencé. Non, on n'a fait que des études. Autant pour moi. Là, on a la réflexion fiscale, vous parlez du fonds de compensation de TVA. Alors, c'est l'exonération de TVA. C'est-à-dire que sur le budget transport, lorsque vous investissez pour acheter des bus, par exemple, la TVA, on en est exonéré. Ce qui est important. Vous imaginez les montants. L'ordre de grandeur, on a acheté 12 bus articulés, puis ça peut être 2 autres bus pour la ligne 4. C'est 5,5 millions à peu près d'achats. Quand vous mettez la TVA là-dessus, l'ordre de grandeur, c'est 1 million d'euros. D'accord. On n'a pas à payer. Donc c'est quand même considérable. Et alors en plus, une des craintes qu'on avait, c'était qu'effectivement, on nous fasse du rétroactif. C'est qu'on nous dise, depuis, je pense que c'est 4 ou 5 ans, on nous aurait repris l'intégralité de ce qu'on avait été exonéré en TVA. Donc c'était un des risques qu'on entendait, et on a voulu absolument lever ce risque avant de s'engager là-dedans, parce que moi je me voyais mal commencer à rembourser tous les investissements, toute la TVA sur les investissements qu'on a pu faire depuis quelques années. Donc voilà, maintenant le dispositif a été entériné, je le rappelle, le dispositif est le suivant, si je suis un peu basique, la TVA que l'on a sur les recettes. Bon, l'État dit simplement, mais s'il n'y a plus de recettes, je ne vais plus recevoir ma TVA. Bon, c'est pas bien. Donc le dispositif, c'est de dire, on essaie de calculer cette TVA qu'on aurait dû verser sur les recettes qu'on n'aura pas. D'accord? Ça fait à peu près 600 000 euros. Et on éclate les dotations des deux collectivités, Louisiago et CCCO, qui nous versent. Alors déjà aujourd'hui, indépendamment de la gratuité, Louisiago donne 5 millions, CCCO donne 2 avec pont de ciment pour arriver à 2,5 millions. Et donc on éclate ces dotations en deux parties. Une partie qu'on va considérer comme fiscalisée, pas qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, pour en arriver à financer les 600 millions. D'accord. Je me permettrai, M. Rochard, de souligner qu'au niveau du cœur d'Ostrevent, les élus ont fait le choix de ne pas toucher à l'impôt pour nos habitants. Donc on le fait vraiment sur notre fonds propre, parce qu'on est une collectivité qui, voilà, on n'a pas des grandes entreprises sur notre secteur, et on avait cette possibilité de pouvoir impacter, parce que la gratuité n'est pas réellement gratuite, il faut bien qu'il y ait des payeurs, et donc nous on le fait vraiment sur le fonds propre de cœur d'Ostrevent. Alors ça c'est encore un autre sujet, et pour revenir là-dessus, vous avez une dotation globale de 5 millions plus de 2,5 millions des deux collectivités en gratuité. Je l'éclate en deux, sachant que je dois payer 600 000 euros de TVA pour compenser la TVA liée aux recettes. Et donc je l'éclate de telle sorte que je puisse taxer le montant qu'il faut pour tomber sur le bon montant de TVA. D'accord, bon, je comprends qu'à moitié, mais je me rappelle qu'effectivement... C'est pour cette raison qu'on fait les comptages. Tous les bus vont être dotés. Pardon, à un moment, donc effectivement, plus de recettes de billets, donc perte de la TVA pour l'État, qui... va se récupérer par ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ça va être récupéré par... On va rendre imposable une partie de la dotation de Louisiago et de CCC. On va rendre imposable cette partie-là. Donc l'État est tout sceptique. Et l'État, au bout du compte, dit, moi de toute façon, vous me deviez 600 000 euros, si vous aviez continué à avoir des recettes, bon, vous ne voulez plus faire de recettes, ok, mais plus de 600 000, donc on va vous les donner, vos 600 000. Et en contrepartie, vous pouvez maintenir vos investissements sans payer la TVA comme vous exactement, pas. Exactement. J'ai bien compris. Simplement pour écrire un petit peu, les recettes, ça,
représente combien dans le budget total, finalement, du coût des transports aujourd'hui? Alors, le budget, alors il y a plusieurs budgets. Le budget exploitation de la stade, l'ordre de grandeur, c'est 25 millions d'euros. Ouais. D'accord? Donc, vous voyez, c'est 3 millions d'euros là-dessus. À cela, nous, on ajoute évidemment tous les ans un certain volume d'investissement. Voilà. Donc, selon les années, ça peut monter à un certain montant. Les ordres de grandeur que l'on a, nous, nos grosses recettes, hein, j'ai arrondi aussi 25 à 26 millions d'euros pour le versement mobilité. Voilà. Autre recette, c'est ce qu'amènent les deux collectivités. 5 plus 2,5, ça fait 7,5. Donc, j'ai arrondi, 25 plus 7,5, ça fait déjà 32. Et après, il y a des dotations qui peuvent venir de la région, etc. Donc, on est sur une quarantaine de millions. Et sur une quarantaine de millions, la recette, c'est 3 millions d'euros. Généralement, le pourcentage qui est affiché quand on fait de l'intercomparaison avec les autres collectivités, c'est la partie exploitation et la partie recette. Et c'est à peu près entre 12 et 15%. Et là, 3 millions d'euros sur les 25, ça fait 13% à peu près. D'accord. Alors, ces 3 millions d'euros qui ne vont pas rentrer dans vos caisses, qui étaient payés par l'usager, sont pris en charge par les intercommunalités. Alors, c'est ce que j'ai dit. Il y a deux voies. Une partie, alors, parce que comment on a fait le calcul pour demander une dotation à Louisiane et CCC? On a dit on perd nos recettes. En plus, on va avoir plus de fréquentation. Donc, on va acheter des bus. Donc, les bus, on vous demande de payer l'amortissement. Voilà. Donc, on prend tout ce qui est perte de recettes et tout ce qu'on doit acheter en plus. Ça fait un certain montant. À cela, on déduit toutes les économies qu'on fait. Billettique, évolution des statuts personnels, convention collective, les locaux, gestion des agences, bon, c'est sur les dépenses en moins, la fraude dépenses en moins. Et au bout du compte, on arrive à un montant qui était d'environ 3,3 millions. Donc on a dit, voilà, nous, au bout du compte, quand on intègre tous ces plus et tous ces moins, il manque 3,3 millions par an. Les gens disent, bah, c'est pas difficile, 3,3 millions, enfin, je crois que c'est pas difficile. Si, c'est un sacrifice pour les deux collectivités, bien évidemment. Ils ont dit 3,3 millions, donc 2,2 millions plus Hidalgo, 1,1 million pour CCC. Donc c'est les plus et les moins. D'accord. Alors le hasard fait que les 3,3 millions correspondent approximativement aux recettes. Donc souvent, on fait l'amalgame en disant, ils perdent les recettes, donc c'est compensé. C'est pas tout à fait ça. Il y a eu des plus, il y a eu des moins, et au bout du compte, ça revient effectivement à 3,3 millions. D'accord. Ça veut dire que pour l'une et l'autre des collectivités, la décision a été prise, parce que là, je vous cherche un petit peu, le bus devient gratuit toute l'année au singulier. D'accord. Ça veut dire qu'on est sur un exercice test pilote 2022, on est sur une décision qui annuellement pourrait être remise en cause en fonction des volontés politiques des intercommunalités d'accompagner cette gratuité. J'avoue, je n'avais jamais perçu le fait d'avoir mis au singulier que ça pouvait mettre en doute la pérennité de ce dispositif. Bon, toutes les années. Après, vous savez, dans 20, 30, 40, 50 ans, on ne peut pas préjuger de l'avenir. Bon, au-delà de la boutade, vous savez, quand on s'engage comme ça dans un dispositif comme la gratuité, qui peut imaginer qu'à court terme et moyen terme, c'est impossible. Personne ne comprendrait. Alors après, évidemment, je n'ai pas tout de cristal, dans 20 ans, 30 ans, mais dans les prochaines années, quand j'ai les prochaines, en dessous de 10 ans, comment voulez-vous qu'on revienne? C'est impossible. En plus, bon, on a une volonté politique unanime sur le sujet, donc même si demain, il y avait dans des intercos des changements d'orientation politique, les élus changent, bien évidemment. Quand vous avez une telle unanimité, je ne vois pas comment du jour au lendemain, quelles que soient les visions politiques, on revienne là-dessus. Et puis vis-à-vis des citoyens, quand je vous ai un peu évoqué tous les atouts qu'il y a derrière, c'est inconcevable. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la pérennité de ce dispositif. Alors, mais bon, c'est le vocabulaire comme ça, quoi. Toute l'année. Oui, non, ça aurait pu être une année test pour regarder si... Ce sera une année test pour juger effectivement des difficultés qu'on pourrait avoir de fréquentation. D'ajustement de... Parce que là, par exemple, bon, quelles sont les lignes sur lesquelles, soudain, les citoyens vont dire je vais prendre le bus. Bon,
Est-ce que l'Arlésie, soudain, ils vont se dire maintenant je vais prendre davantage de bus? Est-ce que la région de Somain va dire aujourd'hui, nous n'en savons rien. En fait, la typologie de personnes qui va prendre le bus, nous on imagine des choses. On sait a priori que les jeunes, par exemple pendant le midi, il y en a sans doute qui vont dire dans le temps, je ne prenais pas le bus, je mangeais là ou dehors, ou je faisais ça sans mettre à pied. Il y en a peut-être le midi qui vont dire maintenant je rentre chez moi. Bon, ça c'était pas prévu. Il y a les personnes âgées qui vont prendre le bus parce que faire ça sans mettre à pied ou 1 kilomètre, ils vont le faire en bus. Les vacances scolaires, où là les jeunes aujourd'hui payaient, demain c'est gratuit. Donc peut-être qu'on va avoir davantage de jeunes dans nos bus pendant cette période-là. Nous verrons sur place ce qu'il en est et nous nous adapterons en conséquence. D'accord. Et donc, dans le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière envisageable, c'est là que vous avez également les assurances de l'État que ce que vous avez négocié autour de ce que vous expliquiez tout à l'heure, également ce sera pérenne. Nous, on a la validation de la DGFIP. Dans l'état actuel, il y a règlement et des accords passés. Évidemment. Ok. Non, mais ça peut être important parce qu'on est face à des choix prochainement qui peuvent remettre en cause. Il y a plein de choses qui sont maintenant en cause. Regardez, il y a quelques années, qui imaginaient qu'un bus sur deux devait être obligatoirement propre avec les coûts qui vont derrière. Nous, quand on a fait la choix du gaz, le gaz et le diesel, ils kiffent, c'est pas ça aujourd'hui le problème. C'est que le fait de faire le choix du gaz, on a investi dans une station gaz. Bon, qui va être installée ici dans la cour. L'ordre de grandeur, c'est 1 million d'euros. Bon, on commence à nous parler d'hydrogène. Bon, quid de l'énergie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on aura aussi des gros investissements à faire liés à l'énergie. Bon, quid de l'activité économique parce que, en fait, tout ce qu'on fait repose, bien sûr, sur les deux communautés. Bon, on l'a dit, 5 et 2, 7,5. Non, plus après les 3 millions, donc une bonne dizaine de millions d'euros. Mais la majorité, les 25 millions d'euros, ils viennent des entreprises. Donc, heureusement qu'on a des collectivités, CCCO et Usago, qui font de gros efforts pour développer l'activité économique, ce qui nous permet, nous, derrière, d'avoir des royalties liées au versement mobilité, mais on n'est jamais à l'abri que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ait des grosses entreprises qui ferment, qui périclitent. On est plutôt dans une tendance inverse avec la grosse usine de batterie qui devrait s'implanter dans le Bézi, qui va encore redonner de l'activité et donc un versement mobilité qui va être conséquent. On est plutôt dans une orientation qui est favorable. Mais qui peut jurer ici que dans 10-15 ans, on sera encore dans la même logique? Ça, ce sont des événements majeurs pour nous. La loi est une chose, mais l'activité économique qui est source de toutes nos recettes, une grande majorité de nos recettes, ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Quand vous parliez tout à l'heure de l'intermodalité et voiture-bus, entre autres, imaginez des aires de stationnement aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut imaginer également que les différentes lignes soient modifiées pour pouvoir passer par des parkings qu'il faudrait actuellement construire. Parce que c'est compliqué que d'aller mettre un parking à chaque arrêt de bus. Ça me paraît... On ne mettra pas des grands parkings à chaque arrêt de bus. Déjà, notre stratégie, c'est de mettre des parkings relais à proximité des principales lignes. Donc la ligne A, la future ligne B, ligne 2. Vous avez déjà identifié des lieux? Alors, le plan de déplacement urbain nous a ciblé quand même des secteurs pour des parkings relais. Et effectivement, on a des zones de maillage au niveau de notre réseau où ceux-là ont été automatiquement soulevés et relevés. Alors, les grandes idées qu'on a, on sait qu'il y a aux environs de l'hôpital, tout ce qui vient du Cambrésis, l'Arlésie, l'hôpital, Auchan, ce côté-là, là c'est important d'avoir à terme à la fois deux choses. Un parc de covoiturage, parce que beaucoup de gens arrivent là-bas, puis après il y a des roquettes qui ne sont pas loin, et un parking relais, parce qu'on a la ligne 2, la ligne 4 et d'autres lignes qui partent de ce territoire de l'hôpital. Donc là, et ils sont terminus. Donc ça c'est un nœud, il faut qu'on y travaille. L'autre nœud, il va se trouver à l'opposé, côté Lovin-Planck, Flers, Carrefour. Tous ceux, alors là pareil, covoiturage pour l'autoroute de Lille, parking relais, parce qu'on a la ligne B, la ligne 2. Bon. Et après, il peut y avoir d'autres idées qu'on a en cours aujourd'hui. Et là, il faut qu'on travaille aussi avec les municipalités. Je vais prendre un exemple. Il y a des parkings qui existent aujourd'hui. Bon, le parking de la fac de droit, il est super bien placé. Il est au pied de la ligne B et de la ligne A. Bon, est-ce qu'on pourrait y implanter une partie de parc relais? Je n'en sais rien. Mais il
faisons déjà peut-être avec ce qui existe. Voilà, parce que ça c'est l'idéal. Si ça existe, c'est plus simple. Après, est-ce que c'est les lignes qui doivent se rapprocher de parking? Est-ce que c'est les parkings qui doivent faire possibilité des lignes? Bon, il faut qu'on analyse. Et l'autre troisième point également, c'est côté bas-terroir, pour tous ceux qui prennent la rocade, l'Alain, de ce côté-là, qui arrive sur Oisier. C'est également important qu'on puisse faire du covoiturage là-bas. Et après, utiliser des lignes. Bon, là-bas, c'est surtout la 3, peut-être qui passe par là-bas. Actuellement, c'est la 16. La 16, bon, parce que voilà, il faut faire des parkings relais où on a des bus qui passent avec une bonne fréquence. La A et la B, quand on est aux environs de Douai, Pont-des-Kerchins et là-bas, c'est tous les 7 minutes, vous avez un bus qui mène dans Douai. C'est une fréquence de 15 minutes décalée, vous arrivez, vous avez un bus. Donc pour quelqu'un qui vient de Lille, par exemple, qui veut travailler dans Douai, il se gare à l'entrée de Douai, il monte dans le bus, il n'a même pas à attendre parce que tous les 7 minutes, il a un bus, et c'est gratuit. Donc essayons de travailler déjà sur des choses qui existent, et après, effectivement, on a des zones où il va falloir construire des parkings. On travaille actuellement avec la direction de l'hôpital. Bon, il y a quelques idées, mais c'est pas facile de s'implanter. Mais oui, on a des lieux stratégiques. Oui, excusez-moi. Alors, vous avez dit que pour l'instant, si j'ai bien compris, 15 emplois sont sur la sellette. Oui, alors, qui étaient sur la sellette, puisque évidemment, quand on supprime les agences, quand on supprime la gestion de la fraude, par exemple, de base, normalement, le lendemain, les personnes, on pourrait se dire, on n'a plus besoin de vous, monsieur, dame. Alors, dès le départ, on s'est engagé, nous, à faire en sorte qu'on propose différentes fonctions à ces personnes-là et que ces personnes puissent être reclassées dans l'entreprise. Donc c'est ce qui est en train de se finaliser ici entre les agents et la direction de la stade. Ça se passe bien. Enfin, je pense qu'on va aboutir dans les jours qui viennent à la réintégration de l'ensemble de ces personnes. Donc voilà, je n'ai pas d'inquiétude majeure sur ce sujet-là. Et c'est vrai, un véritable engagement qu'on avait pris au début, de pouvoir reclasser à salaire constant, parce que c'est pas en défendant le salaire, à salaire constant au sein de l'entreprise. Alors il y a des cas particuliers. Nous, par exemple, on développe au SMTD la mobilité douce avec le vélo, l'éducation de vélo et les abris vélo. Donc il y a une personne de la stade qui est mutée maintenant au SMTD. Enfin, bon, j'assimile le SMTD à la stade. Ce qui compte, c'est que la personne elle ait retrouvé un emploi à salaire identique chez nous. D'accord, donc ces 15 personnes étaient sur la sellette. Oui, voilà. Qui potentiellement étaient sur la sellette et qui aujourd'hui vont pouvoir être reclassées sans difficulté, voilà, après une discussion avec eux, bien évidemment. Sinon, la gratuité pour les jeunes, c'était la gratuité pour les scolaires? Oui, quand tu dis les jeunes, c'était les collégiens et les lycéens. Bon. Un trajet aller-retour. Un trajet aller-retour par jour et en période scolaire. Oui, c'était pas la gratuité tout le temps. Voilà. Et on avait fait un abonnement du coup très réduit, c'était une centaine d'euros à peu près, pour ceux qui voulaient prendre un abonnement annuel, week-end et vacances scolaires. D'accord. Est-ce que vous pourriez me rappeler la ligne 4, son trajet? Excusez-moi. La ligne 4, donc, qui va être créée donc, ici le 1er janvier, elle part donc, du centre hospitalier de Dechy. Elle va desservir des secteurs différents de la ligne 2 dans la zone du Raquet. D'ailleurs, vous avez le plan sur votre table, on vous le redonne et vous aurez le tracé précis. Alors, on part du centre hospitalier, on rentre dans le Raquet, on va pouvoir desservir à terme la patinoire, le boulodrome. On va se rapprocher Papillon Blanc, la zone d'activité du Raquet. On va se rapprocher du Puy du Midi, côté Saint-Noble. Et après, on va reprendre le pont de Cambrai. On va revenir dans le centre-ville où on va desservir la place Carnot. La place Carnot, on va... Le Barlet et la gare. Voilà, finalement, c'est à la gare. C'est la gare. Voilà, Barlet, gare, gare Expo. Et là, on va tourner pour partir vers Pôle emploi et la future zone Euradouest. Donc, c'est quand même des lieux stratégiques également. Parce que la zone du Raquet, qui est en voie également de s'étendre considérablement, ne peut pas être totalement desservie par la ligne 2.
Sinon, elle faisait la Les délais. ligne 2 Les délais sont trop. des déviations, elle faisait un zigzag, donc c'était pas compatible avec une voie, une ligne qu'on veut plus à haut niveau de service avec des fréquences courtes et des trajets courts dans le temps. Il ne faut pas que les agents mettent 3 quarts d'heure pour aller à l'hôpital. Donc on a créé une deuxième ligne dans ce secteur et on en a profité pour desservir des lieux qui n'étaient pas aujourd'hui ou qui étaient mal desservis, et notamment Galerie Expo et le Pôle emploi. D'accord, ça sera ma dernière question. Alors en prévision de la gratuité sur notre réseau, je m'étais rapproché de Dunkerque, donc, qui est le Précurseur. Voilà, précurseur, et par contre c'est Transdev qui gère et le cadre de Transdev que j'ai dit, il m'a dit qu'il faut surtout bien choisir le régime juridique, enfin, la situation, enfin, ce que va être en droit la société. Eux, ils avaient choisi un truc qui était assez ancien et dépassé, mais qui leur permettait de récupérer la TVA. Bon, alors bon, vous avez trouvé un autre système. Ah ben, nous, on ne touche pas à notre SPL, elle tourne, elle marche bien, et donc on ne change pas Donc, l'organisation juridique. Ça reste sous le régime juridique qu'a instauré Mme Prévost. Ouais, exactement, on ne change rien. D'accord, très bien. Merci. L'observateur, allez-y, madame. Toujours sur l'emploi, donc on parle de négociations pour le statut des nouveaux salariés dès janvier, du coup. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus ce que ça sont les négociations? Je synthétise. Oui. Notamment les conducteurs étaient conducteurs-receveurs, c'est-à-dire que c'est dans les bus, pas mal de bus, où le citoyen venait payer au conducteur son ticket. Bon. Et ça faisait l'objet, historiquement, d'une indemnisation vis-à-vis de cette tâche. Demain, il n'y a plus d'argent à recevoir dans le bus. Donc, on aurait pu dire, écoutez, messieurs les conducteurs, cette prime, si je peux dire, cette prime était liée à une tâche, vous ne faites plus la tâche, donc on vous supprime la prime. C'est quand même une prime qui est conséquente. Et donc on n'a pas voulu sanctionner le salarié en termes de salaire. Donc on a fait le choix de dire, bien que cette tâche, vous ne la ferez plus, nous maintiendrons votre salaire. Par contre, la question se pose pour tous les nouveaux entrants, voilà, qui eux, quand on leur affichera qu'ils sont dans telles conditions, s'ils veulent y venir dans ces conditions, ils y viendront. S'ils ne veulent pas y venir, ils n'y viendront pas. Bon. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, les nouvelles recrues que nous aurons, et pour l'ensemble de l'entreprise, seront soumis à des règles de salaire un peu différentes. Bon, on n'est pas les premiers à générer ce genre d'écart qu'il peut y avoir en personnel. C'est le cas aussi à l'Éducation nationale, c'est le cas aussi à la SNCF. Bon, et ça fait effectivement quand même des économies notables pour l'entreprise, mais ce qui correspond quand même à la réalité de ce qui est. La tâche ne se fait plus. Voilà. Donc ça, c'est fait partie des négociations en cours. Voilà, donc on attend que les syndicats signent les propositions qu'on leur a faites il y a quelques temps. Et du coup, c'est possible qu'à long terme, quand les anciens salariés, enfin les salariés avant 2022 seront minoritaires, est-ce que c'est possible que tous les salaires du coup baissent? Non, tous ceux qui sont dans l'entreprise à ce jour maintiendront leurs acquis. Quoi qu'il arrive, et ils auront même, lorsqu'ils vont changer de fonction, lorsqu'ils ont une promotion dans l'entreprise, on garde, je veux dire, la façon dont ils progressaient avant ce changement lié à la gratuité. Voilà. Donc, si je résume, maintien des acquis totaux pour l'ensemble des salariés qui sont aujourd'hui présents dans l'entreprise. Modification pour tous les nouveaux qui arriveront dans l'entreprise, en connaissance de tout. Okay. Alors c'est sûr que ça va se faire tout doucement, et tous les ans, il y a des personnes qui partent par retraite. Bon, voilà, donc, dans 20-30 ans, on aura un ensemble de personnel qui sera sous les nouvelles règles. Je crois que l'effort qui a quand même été fait, c'est à la fois le maintien des acquis et puis le reclassement.
Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient pu dire bon, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de boulot. Donc là, on a réussi à replacer le personnel. On profite d'ailleurs de cette réorganisation pour développer certaines fonctions qui ne l'étaient pas ou peu au sein de la STAD. On veut vraiment avoir une démarche, par exemple, de qualité. Donc on va demander à la STAD de se faire agréer par l'AFNOR sur certaines règles qualité. Donc il y aura une certification qualité de service. Donc on en profite pour mettre du personnel dans cette voie-là. Et puis une démarche plus importante de développement durable. Bon, là aussi qui va nécessiter du personnel pour se lancer dans cette démarche. Voilà, donc ça me paraît pertinent. Et puis, on l'a dit aussi, c'est être vigilant dans les bus. Donc, il y a plusieurs personnes, il y a 5 personnes notamment, qui vont être présentes dans le bus pour être vigilantes sur le comportement des citoyens, le conseil apporté aux citoyens, tout ce qui est remontée d'informations. Voilà, ça devrait aussi contribuer à rassurer les citoyens qui vont tomber. Et pour même orienter les nouveaux usagers qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser les lignes de bus. Et effectivement, Robert a tout à fait raison de le signaler. Le fait de recréer une nouvelle ligne qui est la ligne 4, on va au contraire réembaucher du personnel. C'est à peu près 5 personnes, j'ai en tête, liées à ça. Donc, au bout du compte, on est sur une entreprise, non seulement on maintient le personnel qui était là, et en plus, on a une phase où on va encore recruter du personnel. Voilà, on n'est pas dans une entreprise qui décline. Bon, on développe notre réseau, on va avoir plus d'influence et on va avoir plus d'emplois. Bon. Je préfère être président d'une entreprise comme ça, où on est dans une voie de progrès, que si on était toujours en train de se plaindre en disant il y a de moins en moins de clients et on fait de moins en moins de choses. Bon, il y a une belle dynamique aujourd'hui. Oui, alors, vous avez mandaté le cabinet comptable KPGM pour faire des prévisions. Alors bon, j'ai fait 3 pour 0% d'augmentation. Alors c'était pour une base, la servait de base et pour autre chose, parce que la gratuité pour 0%, donc l'augmentation du DG. Après c'était 10 et 20. En réalité, vous escomptez un surplus d'usagers, une augmentation de... Alors, effectivement, c'est l'hypothèse de base qu'on a prise. Alors, on a pris quoi? On a pris 10% d'augmentation en heures de pointe. Parce qu'en fait, ce qui dimensionne notre réseau, c'est l'heure de pointe. Lorsqu'on est à 10h du matin, je viens sur un bus qui peut contenir 60 personnes, s'il y en a 10 dedans, qu'il y en ait 15, qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 30, c'est exactement pareil pour nous. Donc, on peut multiplier par 300-400% dans des heures creuses. Ça ne nous gênera pas, ça ne générera pas d'investissement. Par contre, dans ces heures de pointe, allez, je vais dire 7h, 9h du matin par exemple, où on a déjà des bus qui sont parfois très copieusement chargés, si on y rajoute encore des salariés ou d'autres personnes qui veulent le prendre, là, ça nous fait rajouter des bus. C'est pour ça qu'on a racheté 12 bus articulés. Donc on a fait l'hypothèse d'une augmentation de 10% dans cette période de pointe. D'accord ? Alors sur le global, quand on intégrera leur cost, peut-être qu'on montera à 15, 20, 30%, je n'en sais rien. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse satisfaire le citoyen, donc qu'on ait au moins des moyens adéquats pour respecter cette augmentation. Donc pourquoi 10%? Alors, bon, il fallait bien prendre aussi une évaluation. Ce que je dis quand même, c'est que aujourd'hui, on a déjà la gratuité des collégiens et des lycéens. Dans les heures de pointe, c'est une proportion très importante, les collégiens et lycéens. Voilà. 40% environ qui sont déjà dans les bus, rien que pour les collégiens et lycéens. On ne va pas tellement capter beaucoup plus de collégiens et lycéens. Parce que c'était déjà gratuit pour eux dans la semaine. Donc ceux qui voulaient le prendre, ils le prenaient déjà. On va peut-être en gagner un petit peu. Mais pour moi, c'est pas là qu'on va gagner beaucoup. Donc quand vous prenez sur 100% de transport, vous avez déjà presque la moitié, ou 40%, ça ne va pas évoluer. Donc quand moi je dis 10% sur le global, c'est comme si sur les 60% restants, j'y mettais le paquet. Donc c'est peut-être une augmentation de 15% en fait qu'on peut obtenir sur cette évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sur 100 personnes, il y en a déjà 40, ceux-là ils ne vont pas changer. Bon. Ouais, sur les 60. Ces 40 actuellement ont droit à un voyage oui, par jour. Sauf le midi, je suis d'accord. Voilà. Tandis que là, par exemple, même le temps de week-end, je ne sais pas, pour le cinéma, pour éventuellement aller faire une partie de boule. D'accord avec vous. Mais voilà. Là, c'est le week-end. Le week-end, entre 7h et 9h du matin,
Les jeunes, ils dorment encore, vous voyez. C'est pas trop là qu'on va les voir dans les bus. Bon, on va plutôt les voir dans la journée. Mais on est quand même conscient de cette problématique-là, mais on verra sur pièce. C'est-à-dire que ce qu'on se dit également, c'est que les week-ends et les jours fériés et les vacances, nous n'avons pas la même fréquence dans notre vie. Notre fréquence, elle est importante en semaine. Elle l'est moins les week-ends. Et ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir un afflux effectivement de jeunes qui vont vouloir aller au cinéma dans la journée, à Auvigny, au parc, etc., et qui vont venir engorger nos bus, parce qu'on n'a pas suffisamment de fréquence, peut-être les week-ends et pendant les vacances scolaires. Et bien, si on s'aperçoit qu'il manque des bus, on mettra des bus. Donc aujourd'hui, faut admettre actuellement le week-end quand même, nos bus sont pas tellement remplis. Mais bon, demain ils pourront peut-être davantage parce qu'il y a justement ce phénomène de gratuité. Et le week-end, on a quand même beaucoup moins de bus qui tournent et on a moins de fréquence. Donc c'est sans doute moins problématique. Mais ça peut arriver. Ce qui peut arriver, c'est le midi. C'est une des craintes qu'on a, c'est le midi. Si d'un seul coup beaucoup de jeunes disent, bah nous, finalement, on va les casser, on va manger un sandwich dans le centre-ville de Douai, hop, ils vont prendre le bus et ils vont partir là, ou ils vont repartir chez eux. Par exemple, la cité technique. Cité technique, centre-ville. Ça peut être un exemple. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Quand vous dites on veut faire évoluer les pratiques et donc inviter les gens à avoir l'idée du bus gratuit pour se rendre sur un lieu. Actuellement, s'il n'y a pas, vous le dites, hein, on ne peut pas prendre le bus qui ne passe pas. S'il y a moins de services sur ces temps de week-end, c'est pas pour autant qu'on pourra le prendre si le service également, vous savez, est moindre. C'est compliqué que de faire évoluer les comportements si on n'offre pas également, en plus de la gratuité, j'ai envie de dire, on en réclame peut-être toujours plus, hein, mais davantage également le service qui peut s'avérer être utile sur du temps. Il y aura deux solutions. Après, je serai pas là, M. Defort. La solution, c'est où on a des bus simples, mettre des bus articulés pour absorber plus de monde, ou si vraiment on s'aperçoit que c'est un problème de fréquence ou d'horaire, où là on se dit tiens, il y a davantage de jeunes qui aimeraient aller au cinéma à 15h, je ne sais pas si les séances sont à 15h, peut-être. Bon, on a la capacité de s'adapter à ce genre de situation. Je ne vais pas anticiper non plus toutes les possibilités qu'il va y avoir. C'est qu'il y a une part d'aventure. Bon, mais là, le fait par exemple d'avoir acheté 12 bus articulés, on se retrouve avec des bus standards qui sont en stop là. Donc on a une capacité aussi à rajouter des courses. Okay. Alors après, il faut qu'on ait des chauffeurs. Vous allez me dire, hein, voilà. Bon, on sait qu'actuellement, trouver des chauffeurs, c'est un peu compliqué dans la phase actuelle où il y a une recrudescence d'emploi. Bon, mais à Enéol, dans l'ensemble, les gens ne demandent qu'à venir chez nous. Donc, je ne pense pas qu'on aurait trop de problèmes, nous, de recruter. Mais oui, ça va faire des sujets wait and see. Hein. On va se laisser quelques mois, on va peut-être en découvrir d'autres problèmes. Hein. Je vous dis encore une fois, on ne connaît pas la population. Si il y a plus d'attente, c'est pas vraiment un problème. Mais non, mais exactement, c'est pas un problème. Si on le fait, c'est justement pour accueillir un maximum de personnes. C'est pas pour dire, ouais, on fait la gratuité, mais s'ils pouvaient ne pas prendre le bus, ce serait mieux. Non, là, ça n'aurait pas de sens. Hein. Tant mieux, je dois dire presque tant mieux si on est engorgé. Et à nous de répondre après à ce problème-là. Madame voulait intervenir, je crois. Ah, pardon. Moi, j'aurais une autre question. Bon, voyager aujourd'hui sur les bus du SMTD, c'est pas cher, hormis si on voyage au ticket. Mais il y a toute une gamme, tout un éventail d'abonnements, voilà, d'abonnements, etc. Donc c'est un réseau social. Tout à fait. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'instaurer la gratuité pour 10%, 15% de voyageurs? Aujourd'hui, vous avez cette vision des 15%. Nous, on veut plus. C'est-à-dire que tous les usagers qui vont travailler en voiture aujourd'hui puissent utiliser le réseau. Donc, ils auront des économies financières pour dépenser autrement, parce que tout à l'heure, M. Ego l'a dit, au niveau de l'essence, du prix de l'essence, ça a un impact fort sur le budget d'une famille. Et oui, alors c'est peut-être une personne qui prend le bus, mais là, ça sera une famille complète. Et quand on compte pour les enfants le tarif du bus, quand on compte pour une famille de 3 enfants et 2 adultes, c'est 5 places dans le bus. Donc automatiquement, ce n'est pas une personne qui fait des économies, c'est toute une famille pour 5
personne. Donc nous, on cible vraiment beaucoup plus. Et je reviens là-dessus. Quand vous dites que tout ça pour 10%, non, je redis. Notre ambition, notre objectif, c'est 10 à 15% en heure de pointe. Après, en journée, j'espère bien qu'on aura plus que 10%. C'est-à-dire que dans les bus où il y a 10 personnes, moi, s'il y en a 20 ou 30, je l'espère, et c'est tant mieux. Donc, les 10% qu'on entend partout, c'est pour dimensionner notre réseau. Ce n'est pas l'attente qu'on a. L'attente, moi, elle peut être de 50 ou 100%, mais elle ne me pose pas de soucis. Il faut distinguer le taux qui nous dimensionne notre réseau et nos investissements et nos contraintes par rapport à tout ce qu'on peut attendre. Moi, peut-être qu'en journée, on aura 100%. Voilà, on ne s'est pas fixé d'objectif, nous, de fréquentation en journée. Notre problématique à nous pour lancer la gratuité, c'est la contrainte pour satisfaire les citoyens en heure de pointe. Après, on va communiquer partout pour que justement il y en ait davantage. Et ce que je n'ai pas dit là, c'est qu'on est en train de faire effectivement avec la STAD pour afficher, on pourrait dire, les heures creuses, une fois qu'on aura un peu de retour d'expérience sur la gratuité, pour dire écoutez, si vous pouvez prendre le bus plutôt entre 10h et 11h30, vous voyez, là c'est du vert. Là par contre, entre 8h et 9h, c'est du rouge. Donc vous risquez d'être un peu serré entre 8 et 9, qu'alors entre 9h30 et 11h, vous allez pouvoir y rentrer tranquillement. Et avec les cellules compteuses qu'on va installer, on aura cette meilleure vision. Mais ne nous focalisons pas sur les 10%. Les 10%, c'est vraiment pour dimensionner le réseau. Après, moi, dans mon ambition, je peux vous afficher 50 ou 100%. Mais je sais qu'on sera en capacité de le faire, 50%. Ouais, mais alors, pourquoi avoir mandaté le KPGM qui réfléchit sur 3 hypothèses, bon, 0... Non, il a réfléchi sur une hypothèse de dimensionnement en heure de pointe. C'est-à-dire une hypothèse à 10%, ça nous traduit 12 bus articulés. Si KPMG a fait une hypothèse à 20% en heure de pointe, là c'est plus 12 bus qu'il fallait commander. J'ai plus en tête le nombre de bus qu'il fallait peut-être 20 ou 25, le double peut-être, je sais plus, une vingtaine. Donc on a estimé que 10% dans un premier temps, il faut déjà les capter en heure de pointe, 10%. Je veux dire, déjà les collégiens lycéens, eux, ils ne vont pas augmenter. C'est le reste qui va augmenter. Les restes, c'est quoi? Entre 7 et 9, c'est les actifs. C'est ceux qui prennent le train, c'est ceux qui vont travailler. Gagner 15% sur ces personnes-là, bon, c'est déjà un beau premier. On l'a dit, il y a des comportements qui n'évoluent pas du jour au lendemain. Il va falloir, je pense, un mois, des mois, peut-être une année ou 2 années pour que tout doucement. Et donc peut-être qu'en 2022, les 12 bus suffiront. Et puis les habitudes vont tout doucement venir. Le gasoil va peut-être encore augmenter. Et puis on aura peut-être fait des parkings relais d'ici là. Puis les gens vont dire, bah, attends, finalement c'est super. Hein. Bon, ben dans ce cas-là, en 2023, s'il faut racheter 2 bus ou 3 bus, on va racheter 3 bus. Nous, on ne va pas laisser les gens sur le carreau. Comme j'ai dit, si on fait des gratuités, c'est pas non plus pour mécontenter des gens qui ne pourraient pas monter dans le bus. Par contre, je vais quand même revenir sur le pouvoir d'achat, parce que tout à l'heure, on dit, bon, c'est vrai que le réseau, n'est pas cher, la commercialisation n'est pas chère, mais néanmoins... Il est social, c'est un réseau social. Oui, c'est vrai, mais néanmoins ça, il faut savoir, moi, je de la algorithme, que les gens doivent sortir 1,50 €, et c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de ventes de tickets unitaires par rapport à d'autres réseaux. C'est-à-dire que les gens achètent au ticket, et quand pour faire un aller-retour à Douai, ça fait 3 €, à l'époque, M. Barquivet, qui était l'ancien maire de Nice, je disais, bah, les personnes âgées pour le marché, ils doivent payer 3 €. Et que c'est pas évident, parce que c'est pas des gros salaires, les retraités, etc. Et que c'est quand même, ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat non négligeable. La gratuité, ça va avoir un impact. C'est vrai que vous disiez, bon, il y a des abonnements, tarif réduit, mais ceux qui ont très peu de moyens, Ça l'est niqué. ben, en fait, ils ne vont même pas vers l'abonnement. Ils font au compte-gouttes. Et d'ailleurs, moi, ça m'a toujours surpris. Hein. Quand on me donnait les statistiques en volume du nombre de personnes qui prenaient le ticket unitaire par rapport aux abonnements, c'est hallucinant. La majorité, c'est du ticket unitaire. Alors, je ne veux pas dire qu'on ne se plaignait pas. 70%. 70%. Alors, financièrement, C'est là qu'on voit. pour nous, pour évaluer les SMTD, tant mieux, c'était des recettes importantes. Mais ça montre bien quand même le niveau social et la difficulté. Comme disait Robert, les gens ne peuvent même pas s'acheter 100 € ou 200 € d'abonnement, même si au global, dans l'année, c'était moins cher. Ils ont dans leur porte-monnaie 3 €. À l'instant T, ils ne peuvent pas mettre 100 €. Donc, ils étaient toujours en titre unitaire.
Quand on a 70% de titres militaires, ça paraît hallucinant. Avec tous les abonnements, personnes âgées, jeunes, salariés, tout. C'est très surprenant. Vous filiez quand même des abonnements au CCAS ou des... Oui. C'est le CCAS qui a acheté les cartes or pour les personnes âgées, par exemple. Il y Et avait c'est un système d'avantages que l'on offrait aux communes pour les gens du CCAS, pour les personnes sans emploi. On a fait pour les RSA. On avait même fait, souvenez-vous, pour les migrants à un moment. Bien sûr. On avait fait, à la demande de M. le sous-préfet, on avait fait des titres pour les migrants ou les Roms. On a fait beaucoup de titres sociaux. Mais malgré, effectivement, Malgré ça, tous ces tarifs sociaux, vous avez raison, c'est un réseau social. Factuellement, beaucoup de gens payent encore des titres militaires. Ai-je oublié quelque chose? Non, tu as tout dit. Et, enfin, on ne doute pas de cette réussite. Alors maintenant, on va s'adapter. Hein, c'est ce qui a été dit au fur et à mesure. Et puis on aura le mérite de le faire et puis d'accompagner nos clients d'un point A à un point B. M. Defort, quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit? tout a été dit. Mariano, en particulier, Mathieu? On n'a pas oublié de message? Non. Bon. Maintenant, on compte sur vous pour les bons messages. Voilà. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous. On va pouvoir clôturer cette conférence de presse.